Bonjour à tous. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire cette année de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Je me présente, Julie Autain, nouvellement titulaire de la chaire depuis cet automne. Penser les pratiques innovantes en éducation en prison, c'est aussi comprendre les défis de l'éducation en prison de certains pays, en mesurer la portée et mettre en valeur les projets qui sont développés. Dans cet esprit, nous sommes très heureux d'accueillir des partenaires d'importance pour la chaire afin de revenir sur le projet de coopération Québec-Sénégal de renforcement pour les travailleurs sociaux intervenant dans les maisons d'arrêt et de correction. Ce webinaire propose un retour sur cette expérience afin qu'une discussion sur les impacts et développements potentiels. Pour animer cette discussion, j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Armstrong, co-titulaire de la chaire. Mais avant de laisser M. Armstrong vous présenter les invités d'aujourd'hui, voici quelques rappels des consignes. Vous pouvez choisir sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur le bouton illustré par une planète. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser des questions grâce à la section questions et réponses. Des membres de l'équipe de la chaire achemineront les questions aux panélistes. L'enregistrement de l'événement sera déposé sur le site web de la chaire d'ici environ 2 semaines. Et sur ce, je vous souhaite un bon webinaire. Frédéric, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je vais simplement présenter brièvement les panélistes qu'on va accueillir aujourd'hui et faire moi-même une petite présentation sur le retour, faire un retour sur l'activité. Et donc, on aura aujourd'hui le plaisir d'accueillir des participants à la formation qui a eu lieu durant l'année scolaire 21-22, qu'on aura l'occasion de détailler davantage, ainsi que d'autres personnes, et je vais les nommer comme ça dans l'ordre. Donc, après moi, on aura une présentation du professeur Oumar Ndongo, qui est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et président du CREFEA-PSED. On a aussi une présentation de Lara Bustraen, qui est criminologue et enseignante en technique d'intervention en délinquance au Collège Antique et qui a participé directement à la formation. Elle aura l'occasion de nous en parler davantage. On aura aussi une présentation de Augustin Carvalho, qui travaille pour l'organisme Solidarité pour les enfants de la rue, qui est installé à Dakar au Sénégal, ainsi que Joseph Sagné, qui travaille aussi pour l'organisme Avenir de l'enfant. Et finalement, une présentation du professeur Cheikh Oumar Dang, qui est directeur du Centre de recherche et d'études en stratégie, finance et administration, qui aura l'occasion de nous partager ses réflexions et son expérience. Et donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran pour une brève présentation de mon expérience. Et là, je parle à titre personnel, mais aussi à titre de co-titulaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Retour sur le projet de renforcement des capacités des travailleurs sociaux des des intervenants auprès des personnes détenues. Une petite erreur ici, ce n'est pas des interventions, mais des intervenants. Le projet Québec-Sénégal 21-22, renforcement des capacités des travailleurs sociaux pour des interventions auprès des personnes détenues, est le fruit d'une collaboration de longue date entre la chaire de recherche appliquée pour l'éducation en prison, le Cégep Marie-Victorin et l'équipe du Centre de recherche, d'études, de formation et d'échanges académiques sur la paix, la sécurité et le développement, CREFEA-PSED. Je parle de l'équipe ici du CREFEA-PSED parce que les personnes qui sont impliquées dans ce centre de recherche sont avec nous, notamment via la personne de professeur Oumar Ndongo, sont avec la chaire, collaborent avec la chaire de recherche sur l'éducation en prison depuis les tout débuts, en fait, depuis 2011. Et le Cégep Marie-Victorin collabore avec l'École nationale de travail social depuis très longtemps aussi. Et donc,
Né de cette collaboration-là, l'idée de contribuer à la formation des personnes qui interviennent auprès des personnes incarcérées. Et puis, il a tombé sous le sens de combiner l'expertise de la chaire en matière d'éducation comme vecteur de l'insertion sociale avec l'expertise du Collège Hansik et de Lara Bustraen en matière d'intervention auprès des populations délinquantes et incarcérées. Et donc, on a eu l'idée de créer, de construire une formation qui allait s'adresser à des personnes qui travaillent avec des personnes incarcérées ou qui sont à risque de l'être à un certain moment dans leur vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison a comme mission, oui, de faire de la recherche pour l'éducation en prison, pour améliorer les services et mieux comprendre les besoins, mais on veut aussi faire la promotion de l'éducation en prison. Et donc, le projet qui nous occupe aujourd'hui, qu'on présente aujourd'hui, se place directement dans cette lignée. Donc, je vous présente ici des 4 étapes, d'une certaine façon, 4 moments de la promotion de l'éducation en prison. Premièrement, on a la construction d'un cadre normatif. Donc, on doit justifier le droit pour l'éducation pour tous en promouvant des politiques ministérielles ou des politiques publiques qui garantissent le droit à l'éducation en prison. Mais on doit aussi faire de la recherche empirique et mobiliser les connaissances qui découlent de cette recherche en démontrant les bienfaits de l'éducation en prison, en diffusant l'information auprès des décideurs et en formant les différents intervenants. On peut aussi sensibiliser et faire le plaidoyer pour l'éducation en prison en faisant des représentations auprès des politiques, des décideurs, mais aussi en faisant la promotion de l'éducation en prison auprès du public. Ce qui est très important compte tenu d'une certaine sensibilité ou d'une certaine méfiance quant aux droits des personnes incarcérées. Et puis finalement, on doit aussi valoriser l'éducation en prison auprès des détenus en encourageant des programmes de recrutement de la main-d'œuvre et de la reconnaissance de la formation en contexte carcéral et en diplômant les personnes qui vont à l'école en prison, que ce soit via une formation formelle ou non. Vous aurez compris sans doute que la formation qu'on présente aujourd'hui se place dans la deuxième temps où là, on démontre les bienfaits de l'éducation en prison en formant des intervenants. Il y avait 2 objectifs explicites au projet qu'on pourrait résumer ainsi. Le premier objectif est de contribuer à la formation des personnes qui interviennent auprès des détenus en matière de réinsertion sociale et d'éducation en prison, donc des personnes qui interviennent sur le terrain au Sénégal, que ce soit à Dakar ou non. On voulait aussi recruter et former des leaders de cette communauté de pratique pour faire rayonner la formation et maximiser son impact dans le milieu. L'objectif, en allant sur place, en se déplaçant à Dakar, et en donnant la formation, c'est d'avoir non seulement un contact privilégié avec les personnes, mais vraiment de faire rayonner la formation pour que ces personnes-là puissent éventuellement retourner dans leur milieu pratique et partager les expériences et les connaissances qui auront été acquises et développées au courant de la formation. Mais il y avait aussi un objectif implicite, un objectif qui est très important et qui relève justement de la promotion du droit à l'éducation en prison. Nous voulions offrir aux différents intervenants qui travaillent avec ou dans le système pénitentiaire des arguments pour promouvoir le droit à l'éducation en prison et pour développer de manière, parce qu'on est conscient que c'est une question politique, on voulait développer un discours qui justifie l'installation ou l'organisation de programmes d'éducation en contexte carcéral. De là, on peut tirer plusieurs constats. Alors, premièrement, on aura eu l'occasion de visiter des camps pénals, des prisons et des maisons d'arrêt à Dakar. Et force est de constater que les conditions de détention sont évidemment différentes de celles qu'on peut observer au Québec et au Canada. Ce qui fait en sorte que les défis de l'éducation en prison sont davantage exacerbés. Mais on constate aussi que la volonté et les convictions des acteurs et des actrices sont exemplaires.
On a parlé, il y a plusieurs personnes de l'administration pénitentiaire qui nous ont parlé au moment de la formation. Il y a plusieurs personnes qui participaient même à la formation directement. Et puis, on le sent que ces personnes-là ont à cœur l'importance de la réhabilitation sociale des détenus et comprennent que l'éducation en prison peut contribuer à cette réinsertion. Et on comprend, on a très bien senti, du moins moi j'ai très, très bien senti que ces personnes-là avaient vraiment leur mission à cœur. Ce qui, d'une certaine façon, pouvait poser un risque de prêcher aux convertis. Donc, on pouvait parler avec des gens, leur dire que l'éducation en prison, c'est bien, c'est important, etc. Et au fond, n'apprendre rien à personne. Mais je crois que tout le monde a pu trouver son compte, puis que la chaire a pu clarifier certaines notions sur l'éducation en prison, puis que nous, d'une certaine façon, on a aussi beaucoup mieux comprendre, on est arrivé à beaucoup mieux comprendre notre propre mission de promotion de l'éducation en prison à l'international. Un deuxième constat, c'est que toutes les personnes impliquées dans le processus correctionnel au Sénégal ont intérêt à ce que les services d'éducation en prison soient améliorés, y compris, et là je le souligne, y compris le personnel de l'administration pénitentiaire et les gardes, les directeurs de prison, de camp pénal, etc. Tout le monde a intérêt. Et puis je vais bien expliquer pourquoi. Les agents et les agentes de l'administration pénitentiaire sénégalais, même s'ils peuvent rentrer chez elles après leur quart de travail, mais ils partagent un milieu de vie avec les détenus. Et leur qualité de vie, elle est directement proportionnelle à celle des détenus. Puis ça, on le sent bien lorsqu'ils parlent. Puis on le sent d'autant plus lorsqu'on visite les prisons. Les lieux sont faits de telle façon que les gardes, les gardiens et les détenus partagent un milieu de vie. C'est donc dire qu'améliorer les conditions de détention des détenus, c'est aussi améliorer les conditions de travail des agents. Ça, c'est très important. C'est important parce que les personnes qui travaillent directement avec les détenus ont les intérêts des détenus à cœur et donc comprennent et sont extrêmement bien placés pour comprendre que l'éducation en prison peut aider tout le monde qui sont impliqués dans le processus. En effet, comme les différents intervenants psychosociaux, les gardiens, les gardiennes sont très, très bien placés pour constater les bienfaits de l'éducation en prison. Or, la hiérarchie et les structures administratives vont limiter leur capacité d'action dans la promotion directement du droit à l'éducation en prison. Lorsque vous allez sur le site Internet du ministère de la Justice sénégalais, on le dit explicitement que l'administration pénitentiaire n'a pas les ressources nécessaires pour garantir le droit à l'éducation en prison et la préparation à la réinsertion sociale. Et donc, ils doivent être aidés par des organismes comme ceux qui vont être présentés aujourd'hui, comme ceux pour lesquels travaillaient plusieurs des personnes qui assistaient à la formation. Et donc, forcément, c'est un travail d'équipe, mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est que les personnes qui travaillent directement avec les détenus comprennent pourquoi l'éducation en prison contribue au bien-être et aussi à la réinsertion sociale des détenus. Donc, même si nous pouvons constater, malheureusement, que le travail de conscientisation politique doit continuer, puis que les défis en ce sens sont nombreux, parce que je le disais un peu à la blague, mais c'est sérieux, il n'y a aucun gouvernement qui va être élu sur la promesse de construire des belles prisons. Et donc, promouvoir les droits des détenus, ce sera toujours difficile. Nous sommes ressortis de la formation énergisés et confiants de son succès parce que les personnes qui y ont assisté sont motivées, motivantes et on est confiant que ces personnes-là vont pouvoir, ou ont pu, en tout cas dans les derniers mois, retourner dans leur milieu de pratique pour continuer de promouvoir ce droit qui est important. Et on a plusieurs perspectives d'avenir et on pense aujourd'hui que le webinaire est un bon exemple du fait que la collaboration entre la chaire, l'équipe du CREFEAPSED et le Collège Antique continue, va bon train et on espère à court et moyen terme continuer le travail pour développer une deuxième phase
et reproduire ce genre de formation dans d'autres pays et d'autres contextes. Et donc, j'invite les gens dans l'auditoire, si vous avez des idées de collaboration, si vous êtes dans différents contextes, contactez-nous. Nous, c'est notre travail de continuer à promouvoir l'éducation en prison de toutes les façons possibles, notamment en formant les personnes qui interagissent directement avec les livres. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à mes autres collaborateurs en commençant par professeur Dongo. À vous la parole. Merci Frédéric. Je suis Oumar Ndongo, je suis professeur titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également le président du centre de recherche qui a collaboré avec la chaire, membre du comité scientifique aussi de la chaire UNESCO. Alors, je dois vous dire qu'il y a à peu près 4 ou 5 ans, nous avons organisé à Dakar une rencontre. C'était sur les prisons. Et cette rencontre, au moment des préparatifs, nous avions pensé que c'était peut-être l'occasion aussi de faire intervenir nos amis canadiens. Alors, je dois vous dire qu'il y a eu un débat. Et ce débat-là tournait autour quelle serait la valeur ajoutée de l'implication des Canadiens, et surtout quand on avait l'idée que, bon, ce qu'on voyait au niveau du Canada, c'est presque des hôtels, peut-être 3 ou 4 étoiles, comparé en tout cas à la situation dans nos prisons. Alors, après débat, nous avons pensé que, bon, c'est peut-être l'occasion aussi d'explorer ça. Et je dois vous dire que ça a été très, très bien accueilli parce qu'on avait l'impression, on avait pour nous, une fois qu'on montrait un peu la situation des prisons au Canada, que bon, que l'administration pénitentiaire n'allait pas du tout approuver et qu'on allait dire que non, c'est un contexte inhumain qui prévaut au niveau de Dakar. Mais je crois que ça a été l'occasion où on a senti au niveau de l'administration pénitentiaire cette volonté de tirer en tout cas la situation vers le haut et de prendre compte de ce qui existe au Canada pour pouvoir relever en tout cas les plateaux. Alors, cette conférence-là nous a permis aussi de faire l'état des lieux de nos prisons. Et nous avons aussi, parce qu'en fait, toute l'administration pénitentiaire des établissements du Sénégal était là. Et le message vraiment avait été bien reçu, qu'il y avait un travail à faire et qu'il fallait, en tout cas, faire ce travail-là. Alors, ce travail a abouti à cette collaboration avec la chaire UNESCO, d'abord avec cette formation à distance et plus tard la formation en présentiel. Alors, moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'École nationale de développement sanitaire et social, qui est certainement le vivier par lequel on forme en tout cas nos travailleurs sociaux. Et l'idée, la bonne nouvelle qu'il y a eu depuis l'année dernière, que cette institution-là est aujourd'hui rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que d'abord, on sait que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, bon, on a aussi reçu la nouvelle l'année dernière du point de vue du classement des universités. Ça a été la première université francophone d'Afrique, donc université prestigieuse. Et étant aussi de cette université-là, la faculté qui tire le prestige de l'université Cheikh Anta Diop, c'est sa faculté de médecine. Ça, c'est indéniable. Alors, aujourd'hui, avoir l'INDSS rattaché à cette faculté de médecine, elle-même partie prenante de l'université Cheikh Anta Diop, je crois que c'est une bonne nouvelle du point de vue du renforcement des capacités, en tout cas des personnes qui vont désormais intervenir dans le
dans le milieu social. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va changer? L'INDSS va désormais bénéficier du corps professoral de l'UQAD. Donc, le rattachement à cette faculté-là permettra, en tout cas, l'intervention d'enseignants avec des profils très élevés, mais aussi permettra aussi à ceux-là qui sont au niveau de l'INDSS d'avoir aussi des profils de carrière, ce qui n'existait pas avant. Il y a aussi, ils vont bénéficier des moyens financiers de l'Université Cheikh Anta Diop qui vont être plus importants par rapport à ce que cet établissement-là recevait. Nous aurons aussi une extension des filières de formation quand les gens vont à former tout simplement des travailleurs sociaux. Bon, on pourra maintenant les avoir à tous les niveaux. Ils vont aussi bénéficier des œuvres universitaires, ce qui est aussi important. La coopération universitaire va également jouer et de ce fait, pour la chaire UNESCO, c'est aussi une opportunité, en tout cas d'extension de ce que nous avons déjà fait et peut-être que l'université prendra en charge ces différentes filières et je suis sûr et certain qu'on trouvera en tout cas une niche à ce niveau-là. Alors, quand on parle maintenant des travailleurs sociaux, bon, il y aura un parcours beaucoup plus important. Il y aura aussi, avec les diplômés, les possibilités d'employabilité seront également revues et plus important, et je vais terminer par là, il y aura un volet recherche qui va être développé et nous attendons certainement la chaire UNESCO pour un accompagnement à ce niveau-là, le développement de la recherche. Parce que c'est vrai que la conférence qu'on a organisée sur les prisons nous a permis aussi de voir que, bon, il y a eu beaucoup d'universités qui se sont intéressées à ce volet-là. Et notamment d'ailleurs, quand je prends le professeur Ibrahima Thioub, qui était il y a 2 ans recteur de cette université-là, qui a beaucoup travaillé sur la question, en tout cas des prisons. Donc, c'est certainement une opportunité pour, en tout cas, le milieu carcéral de bénéficier, en tout cas, de cela. Voilà à peu près les quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. Et voilà, donc certainement, il y aura beaucoup plus de possibilités avec la chaire. Je vous remercie. Monsieur. Merci beaucoup, professeur Nongo. Nous serons effectivement en contact pour continuer le développement et de la recherche en ce sens pour aider les capacités des travailleurs sociaux à travailler en contexte carcéral. Je vous remercie de votre présentation. Et je passe la parole sans plus tarder à Lara Butraen, qui, je vous le rappelle, est criminologue et enseignante en technique d'intervention en délinquance au Collège Antique. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Oui, j'enseigne au Collège Antique. Je suis criminologue de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années en lien avec tout ce qui est la réinsertion sociale avec la clientèle judiciarisée dans des ressources qui sont dans la communauté. Et depuis 2007, je suis commissaire à temps partiel pour les libérations conditionnelles, c'est-à-dire jugement administratif pour déterminer si une personne peut quitter la prison pour continuer à purger sa sentence dans le cadre d'un projet dans la communauté avec des conditions. Donc, de septembre à décembre 2021, il y a eu des séances mensuelles avec les participants qui avaient été identifiés pour faire partie de ce projet de renforcement des capacités. Des séances mensuelles virtuelles, étant donné que c'était le contexte COVID,
où des notions ont été abordées, échangées par rapport à des outils diversifiés, dont un outil québécois qui s'appelle le modèle intégré, qui est utilisé avec la clientèle juvénile contrevenante et adulte aussi par certains services au Québec. Il y a eu aussi tout ce qui concerne l'analyse, donc l'analyse fonctionnelle pour être capable de déterminer la fonction d'un comportement et d'orienter finalement la réponse aux besoins dans l'intervention. Il y a eu ce qui concerne la motivation, la mobilisation, la réceptivité, la conscientisation. Il y a eu aussi les propriétés de l'attachement. Donc, en fait, c'est l'attachement thérapeutique. Comment on intègre ces notions-là dans notre façon d'être avec le client qui est devant nous pour favoriser l'intervention et faire preuve de réparation dans l'évolution de la personne. Ça a été intéressant de faire ces rencontres mensuelles. Bien entendu, l'aspect virtuel n'était pas une panacée parce qu'on voit vraiment la différence entre comment ça s'est déroulé et comment ça a été au mode virtuel et ce qui s'est fait par la suite, où est-ce que finalement ça a été un moment de rencontre durant une semaine, tous ensemble à Dakar. Par contre, la partie qui s'est faite de façon virtuelle a permis d'une certaine façon de mettre la table sur la suite lorsque nous sommes retrouvés physiquement ensemble, parce que les premiers jours ont été concentrés aussi sur un rafraîchissement et une intégration de ces éléments-là, mais plus sous forme expérientielle. Donc, en mai-juin 2022, ce fut la rencontre tous ensemble dans une salle justement prêtée par, qui sont des installations de l'administration pénitentiaire. Et la proposition qui a été amenée à ce moment-là dans le cadre de ce projet a été vraiment un mixage de modalités avec l'intention d'instaurer entre nous d'abord un climat de confiance où chacun peut se sentir à l'aise de participer puisque justement la modalité était davantage expérientielle. Alors, il y a eu plusieurs activités de groupe et bien entendu la pratique expérientielle qui a été privilégiée. Or, un retour pratique sur ce qui avait été abordé lors des rencontres virtuelles et l'aspect du traumatisme qui s'est ajouté dans le contenu. Donc, on était à la fois, on est parti de l'analyse pour être plus dans une façon d'intervenir. On a aussi vu des outils psychodynamiques, toujours sous forme expérientielle. Et on a abordé des éléments en lien avec l'identité et l'orientation de la clientèle, donc comment travailler avec ces personnes. Mon constat qui est vraiment en toute humilité, mais mon constat, c'est qu'en fait, la richesse de cette semaine-là, ça a été vraiment les rencontres possibles, c'est-à-dire un moment de rencontre où chacun peut se poser et être présent parce qu'il y a vraiment eu des organismes, des intervenants d'organismes très différents qui peuvent se rencontrer et échanger à ce moment-là ensemble. Donc, ça a vraiment été l'aspect de réseautage qui a enrichi cette semaine-là. Au départ, l'information que j'avais, c'était que les professionnels qui allaient participer à ce projet étaient surtout des intervenants du milieu carcéral. Et en fait, c'est une diversité d'intervenants
où quelques-uns venaient de l'administration pénitentiaire, donc qui œuvrent avec les personnes qui sont détenues ou prévenues, adultes, mais aussi des intervenants qui travaillent dans le domaine social et qui travaillent avec les jeunes. Donc, plusieurs provenant de ressources de la communauté et plusieurs d'organismes de la communauté qui bénéficient du soutien d'ONG. Alors, l'aspect d'avoir un groupe très hétérogène en termes de diversité professionnelle et de milieu de travail fait que ça demande d'élargir la proposition pour que ça puisse rejoindre tous et chacun, peu importe la clientèle, peu importe le milieu auquel chacun des participants était rattaché. En même temps, cela en a fait sa richesse, justement, que toutes ces personnes-là puissent être ensemble et partager leur expérience, que ce soit à l'extérieur, dans la communauté, que ce soit avec les plus jeunes, les mineurs, que ce soit à l'interne, que ce soit dans le domaine aussi d'organisations qui œuvrent pour des défenses et des droits. Donc, cette diversité des participants en a fait augmenter encore davantage cette richesse d'échange pour avoir une lecture et une compréhension et un partage sur une réalité plus globale des personnes avec lesquelles les participants travaillent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, donc dans la communauté ou en détention, parce que finalement, tout est imbriqué et ça permettait de pouvoir comprendre et en même temps connaître ce que l'un et l'autre fait dans ses activités. Ça permet aussi de réaliser que l'enjeu, c'est de faire beaucoup avec peu. Alors, on parle de besoins des personnes incarcérées en détention qui sont similaires à plusieurs besoins de personnes qui sont dans la collectivité. Quand on pense, par exemple, aux jeunes qui se retrouvent dans des ressources dans la communauté, mais qu'on peut aussi retrouver à l'administration pénitentiaire en détention, par exemple, à Fort-Bay. Alors, il y a un enjeu parfois de perception, pas par les gens qui œuvrent avec cette clientèle, mais un enjeu à défendre pour faciliter l'insertion de ces personnes qui est parfois une perception dans la communauté de finalité ou de fatalisme par rapport à cette clientèle précise. Et en lien avec l'administration pénitentiaire, ça demande vraiment de s'ouvrir à de nouveaux paradigmes. Il y a cette volonté pour axer davantage sur la réinsertion sociale. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire de faire beaucoup avec peu. Donc, les ressources humaines sont des personnes remplies de bonne volonté, remplies de compétences, remplies de savoir et de savoir-être indispensables. Et ils sont peu par rapport à tous les besoins rattachés à cette clientèle-là. Donc, être acteur avant de se retrouver dans le filet pénal, d'être acteur pendant et être acteur après, d'avoir cette association de personnes réunies ensemble fait que les choses peuvent avancer à travers l'échange et des actions qui peuvent être posées par la suite. Alors, c'est de faire en sorte que la communauté libre puisse rejoindre la communauté détenue,
que des services puissent entrer davantage à l'intérieur des murs, que ce soit en termes d'emploi, de formation, d'activités éducatives et évolutives par rapport aux arts, à la musique, au théâtre, au sport, de faire en sorte que l'extérieur puisse entrer davantage à l'intérieur pour favoriser l'insertion sociale de ces personnes-là. Il y a plusieurs programmes qui existent à l'administration pénitentiaire. Lara, je vais t'inviter à conclure brièvement. D'accord. Donc, un enjeu, c'est vraiment finalement l'engagement de l'État pour tout ce qui est ressources humaines et matérielles. Et ce qui se dégage de cette expérience, c'est de voir à ce qu'il y ait une table de concertation qui réunisse des personnes, que ce soit le commissaire attaché au service à la communauté, des gens qui sont procureurs, la personne rattachée au service de réinsertion sociale à l'administration pénitentiaire, les universités. Il y a une licence en criminologie de permettre aussi la recherche, mais des expériences cliniques pour ces étudiants pour entrer à l'intérieur des murs. Et bien sûr, les organismes de la communauté. Merci. Merci beaucoup, Lara. Effectivement, des enjeux de ressources. En fait, la ressource qui est en très grande quantité, c'est la volonté, la connaissance, l'expertise, la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être, effectivement, on l'a constaté de visu, mais des ressources matérielles et des ressources humaines peuvent être très rares, en fait, dans ce contexte. C'est un des nombreux défis auxquels des personnes qui agissent auprès des personnes détenues font face. On aura l'occasion d'en discuter plus tard. J'invite les participants et participantes de l'audience à poser leurs questions directement en utilisant le module Q et R, donc questions et réponses. On aura l'occasion d'y répondre à la fin des présentations lors de la période de discussion, mais n'hésitez pas à écrire vos questions directement. On pourra les passer aux personnes concernées en temps et lieu. Sans plus tarder, j'invite Augustin Carvalho de l'organisme Solidarité pour les enfants à ouvrir sa caméra, son micro, à se présenter et à nous faire sa présentation de quelques minutes. Comme je l'ai fait pour Lara, je vais vous donner une petite notice au moment de conclure. Augustin, à vous la parole. Oui. Allô? On vous entend, la caméra est en train de s'allumer, on dirait. Ça devrait prendre quelques petits instants, mais si vous pouvez commencer à parler. Oui, on entend bien. Là. OK. Et là, on vous voit. Yeah, parfait. Allez-y. Voilà, donc, merci pour ce moment d'échange. Alors, moi, je vais peut-être parler un peu de tout ce qui est perspective et proposition d'activité auprès des détenus, surtout en particulier les enfants, les jeunes mineurs, tout ça, ainsi de suite, dans Dakar et Ziguinchor, parce que nous intervenons dans ces deux régions actuellement. Et ça, c'est suite vraiment à cette formation de renforcement de capacité sur l'intervention en milieu carcéral. Donc, nous avons quand même réfléchi un peu sur comment nous allons orienter nos interventions en milieu carcéral, comme je l'ai dit, après cette formation. Et donc, du coup, nous avons aussi défini des types d'activités à mener effectivement dans ces milieux-là. Bon, je rappelle que SPER intervenait il y a quelques années, donc au niveau de la prison Forbé, voilà, ça remonte quelques années, et même au niveau de la prison 100 mètres, voilà, où on accompagnait effectivement certaines détenues
voilà, mais c'est des cas de personnes majeures. Mais au niveau de la prison des mineurs, on a beaucoup travaillé sur des animations, sur la médiation familiale aussi. On organisait aussi des activités ludiques à travers des jeux. En certain moment, nous avons donc arrêté parce que voilà, on a constaté que il y avait beaucoup de manquements, non seulement l'organisation même des horaires au niveau de Forbé causait quand même certaines difficultés. Voilà, en nous intervenant, souvent quand on venait, il y avait une perturbation effectivement de ces horaires-là. Et donc, du coup, voilà, on s'est uniquement limité sur des demandes, par exemple, de médiation, voilà, de certains enfants, de jeunes auprès de leur famille. Et c'est comme ça que finalement, on a laissé tomber ce projet, voilà, au niveau de la prison Forbé. Maintenant, comme je le disais au début, nous allons quand même proposer des activités, par exemple, récréatives, voilà, à travers, par exemple, le sport, voilà. Donc des activités sportives. Alors, nous savons très bien que nos prisons ici, c'est pas copie avec, excusez-moi de dire ça comme ça, avec vos structures carcérales. Il y a beaucoup de manquements, mais nous allons apporter une autre touche là-dessus. Par exemple, ce que nous allons proposer, ça c'est suite à l'invitation qu'on a eue tout récemment. Et quand j'ai entendu IMCA parler un peu de ce qu'ils sont en train de faire et des projets qui sont en cours, ça nous a aussi inspiré. Alors, nous, on s'est dit du côté de sport, c'est vrai que si vous prenez même Forbé n'a pas beaucoup d'espace, hein, où les enfants ils peuvent voilà, faire beaucoup de choses, hein. Donc, c'est peut-être essayer de trouver voilà, des salles, hein, qui sont, ce sera des salles un peu spécifiques, voilà, qui peuvent, voilà, dans la semaine, définir, dire, bon, voilà, nous, on serait prêt à laisser la salle de telle heure à telle heure pour effectivement faire bénéficier d'un moment de sport à ces jeunes-là. Donc, ça, c'est dans les perspectives, parce que nous savons très bien que la pratique du sport permet également de diminuer le niveau de stress, hein, et de tension chez les détenus. Donc, c'est pour cela que nous voulons vraiment insister là-dessus, sur cette pratique de sport. Maintenant, il y a d'autres activités que nous voulons aussi insérer. C'est des activités socio-culturelles. Donc, pour un milieu comme la prison Forbé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être faire. Par exemple, des cours de théâtre, hein. Nous connaissons quand même pas mal de personnes qui sont disponibles pour effectivement donner ces cours-là. Donc, il y a aussi des cours d'alphabétisation, voilà, des cours de musique, ou encore des activités de création artisanale. Donc, on sait que, par exemple, ces activités de création artisanale existent pratiquement partout dans ces prisons, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir spécifiquement, comme dans l'art plastique, voilà, à faire une formation là-dessus, ce qui fait qu'après leur sortie, donc la réinsertion, voilà, professionnelle de ces jeunes-là ne sera pas vraiment difficile. Augustin, il vous allons aussi... resterait 1 minute. Pardon? Augustin, il vous reste un petit peu moins qu'1 minute. Ok, d'accord. Donc, après aussi, ce que nous allons proposer, c'est juste, voilà, une bibliothèque, voilà, qui va permettre effectivement
à ces jeunes d'avoir au moins des moments récréatifs. Voilà. Maintenant, on sait très bien que sur le plan organisation, dans ce milieu carcéral, donc il y a aussi des questions d'installation ou même de signer des accords, comme je l'ai dit, avec certaines infrastructures pour vraiment donner du contenu lorsque nous allons intervenir dans ces milieux-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Augustin. On a là toute une panoplie d'activités et qui semble emballante et on imagine le travail que ça représente. On vous remercie de faire ce travail qui est important, surtout auprès des jeunes, qu'on peut, si on peut les rattraper à ce moment-là, alors qu'ils sont à Fort B, pour éviter qu'ils se dirigent plus loin dans leurs activités. C'est toujours important, mais on sait que c'est un travail difficile et on vous remercie sincèrement. On aura l'occasion d'en discuter au moment de la conversation. Puis j'aimerais ça aussi que vous prépariez, si je peux me permettre, quelque chose à dire ou à penser sur votre expérience de la formation, comment ça a eu un impact sur votre travail, les personnes que vous avez rencontrées, etc. Ça serait très intéressant pour nous et pour l'auditoire, Jean Doudepont. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Joseph Sagne, qui travaille pour l'organisme Avenir de l'enfant et qui aura 10 minutes pour nous. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, oui, ça va, vous m'entendez? OK, donc... Oui, c'est très bien, merci. Voilà, moi c'est Joseph Sagne, travailleur social à l'ONG Avenir de l'enfant. Donc tout d'abord, c'est ça, se féliciter de cette initiative, voilà, qui nous permet d'échanger, de partager et d'avoir même ce qu'on appelle, c'est ça, une certaine vision par rapport même au travail qui doit être fait. Tout d'abord, la chaire UNESCO, via la formation qu'on a eu à recevoir à Dakar, ça a été d'une utilité concrète qui nous a permis de mieux comprendre l'enjeu de l'éducation en prison avec toute une sensibilisation. Donc, on a une meilleure perception de l'éducation en prison et de son importance. Et surtout même après, de pouvoir le divulguer, voilà, au sein de notre entourage et même, pourquoi pas, de faire un plaidoyer dans ce sens. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu à noter. Et féliciter même, bon, tu vois, Frédéric Yass, avec sa collègue qui avait animé cet atelier dans ce sens. Idem, Lara, sur les techniques que nous avons reçues, voilà les techniques d'intervention par rapport aux situations de délinquance et d'accompagnement de ces personnes. Donc, on a beaucoup appris en théorie comme aussi en pratique. Voilà. Et donc, les séances tenantes en pratique nous a permis, voilà, d'être même dans une situation, dans ce qu'on appelle une mise en situation, voilà, de pratiquer et aussi, voilà, d'avoir cette capacité même, voilà, de pouvoir être en contact avec quelqu'un client ou même par rapport aux enfants que nous accompagnons. Moi, personnellement, j'accompagne voilà, pas mal de personnes dans ce sens, que ça soit aussi par rapport aux enfants et jeunes, voilà, que nous recevons. J'ai eu même à faire certaines pratiques comme TRE avec des enfants jeunes. J'en ai eu également à faire au sein de notre réseau comme Amour, voilà, avec quelques structures qui nous ont sollicité pour la prise en charge d'enfants et de jeunes en situation de danger, victimes d'abus sexuels et tant d'autres. Donc, c'est de s'inscrire surtout même dans cette continuité, voilà, par rapport à cet accompagnement de soutien psychologique et de soutien thérapeutique. Donc, ça, c'est également mon domaine où vraiment je m'inscris dans ces dynamiques. Et que dire alors sur cet ensemble? Par exemple, ici, dans le département où je suis à Hambourg, on a eu à tenir une rencontre pour essayer même de faire un diagnostic situationnel par rapport même à la MAC d'ici. Ils ont eu même à énumérer que
Ici, les enfants et les adultes sont mis dans des cellules ensemble. Donc, il n'y a pas une cellule, un carré de mirage. Donc, c'est également un défi en matière même de protection des enfants. De même qu'aussi par rapport à leur éducation. Le mois de décembre dernier, j'étais dans la rue, en action rue, j'ai rencontré un jeune homme là de 20 ans. Il venait de sortir de la prison et en pleine action rue, il m'a montré le papier, un papier qui atteste voilà, qu'il a été libéré. Il me dit, Joseph, est-ce que tu peux lire pour moi? Tu vois, voilà. Donc, et là, j'ai commencé à lire la sentence, bon, voilà, suite à une tentative de vol. Et donc, il a eu à purger 4 mois de prison, tu vois. Donc, ce jeune homme, tu vois, est insouciant et tout, donc qui veut également être, tu vois, éduqué dans ce sens. Mais quand même, on a eu à échanger par rapport à leur milieu de vie, tu vois, qu'il n'y avait pas des cours réguliers dans ce sens. Mais néanmoins, il y avait un enseignant qui était dans la prison, voilà, c'est ça, un détenu. Et donc, il leur donnait voilà, des cours, quoi. Voilà. Et donc, sur cela, ça repose également plusieurs questions hein, au plan macro et plan micro même, voir quelle est l'utilité concrète voilà, que nous devons faire par rapport à cette éducation en prison. Et de dire même, dans ces interventions-là, c'est surtout de valoriser l'être humain dans son ensemble. Voilà, de valoriser l'être humain dans son ensemble. Il a à la fois une éducation et à la fois tout un bagage d'activités. Donc, il est tout à fait normal que nous-mêmes, structures, que nous puissions tout d'abord continuer à faire ce travail en proposant des activités. D'ailleurs, on va continuer à réfléchir en faisant soit activités socio-éducatives, accompagnement psychosocial, soutien sur plusieurs domaines, la médiation, les parents et tout cela pour favoriser la réinsertion. Et surtout même proposer, comme je l'ai tantôt écrit, il faudrait qu'avec le soutien de la chaire UNESCO, qu'on puisse commanditer voilà, une étude scientifique sur le milieu carcéral au Sénégal, voilà, par rapport à cette éducation, etc. Voilà, de savoir les indicateurs, etc., qui va permettre même après voilà, étude sortie de mettre, pourquoi pas, un projet quinquennal, tu vois, au Sénégal, avec plusieurs voilà, parties prenantes dans ce sens-là. Voilà. Donc, bon, dans l'ensemble, je dirais que comme perspective, c'est ça, cette étude. Et puis, vont vouloir peut-être aussi mettre en place quelques activités qui pourraient nous aider à avancer dans ce sens. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde pour cette parole, dire que c'est une opportunité qui nous est donnée voilà, pour y échanger. Et tout ce qui est entendu de part et d'autre ne fait que reconforter cette collaboration entre le Sénégal et le Québec. Merci beaucoup. C'est bien entendu, Joseph, on comprend très bien l'importance comment dire, de rendre compte du réel et de faire des études scientifiques pour bien montrer les intérêts et l'importance de l'éducation en prison. Et je prends peut-être un petit mot que vous aviez dit de mettre la focale sur l'être humain. Il n'y a peut-être pas eu de recherche qui a été faite au Sénégal sur la question, mais on sait que dans la recherche, un des éléments les plus fondamentaux de l'éducation en prison, c'est que les personnes qui s'y adonnent se considèrent ou sont traitées comme des humains et non pas comme des détenus. Et quelque chose qui contribue de manière significative à leur réinsertion sociale. C'est parfois la seule expérience positive qu'ils ont eue avec l'autorité en général lorsqu'ils entrent dans une classe en prison et lorsqu'ils sont traités en tant qu'humains, ça contribue directement à leur réinsertion, à leur reconstruction d'un soi qui peut être positif. Je vous remercie d'avoir mis la focale dessus. On aura l'occasion d'en rediscuter lors de la discussion. Sans plus tarder, j'invite donc le professeur Cheikh Oumar Diagne, qui est directeur du Centre de recherche d'études en stratégie, finance et administration, à nous partager ses réflexions et son expérience.
Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi de participer à ce panel par rapport à un sujet qui est très important, un sujet qui nous interpelle tous, un sujet qui est d'un intérêt capital en fait. Donc, j'avais reçu le thème, à savoir renforcement des capacités des travailleurs sociaux dans les prisons. Donc, je remercie d'abord le professeur Omar Longo qui a bien voulu me convier à cette rencontre sur Zoom. Je pense que le son est bon. Très bien, merci beaucoup. Ah, donc, merci. Donc, bon, pour ma part, je vais peut-être faire un focus sur mon expérience personnelle. Donc, je suis Cheikh Oumar Diagne, directeur du PESFA, enseignant-chercheur en économie, mais j'ai été emprisonné 2 fois cette année-ci. Donc, j'ai passé la majorité de l'année 2022 en prison au Sénégal en raison d'un engagement politique. Donc, quand on réfléchit aujourd'hui sur les travailleurs sociaux dans les prisons, bon, je vais avoir une perception de travailleurs sociaux comme étant, le travail social comme étant l'ensemble des activités sociales conduites par des personnes qualifiées dans le cadre d'une mission autorisée ou prévue par la loi au sein de structures publiques ou privées en direction de personnes ou de groupes en difficulté afin de contribuer à la résolution de leurs problèmes. Donc, sous cet angle-là, sincèrement, au Sénégal, dans les prisons que j'ai eu à fréquenter, je rappelle que j'ai fait la prison de Rebeuss, qui est la plus grande prison du Sénégal, une prison qui était prévue pour accueillir moins de 600 personnes. Cette prison-là se retrouve avec près de 3000 personnes. Donc, une prison que j'ai connue à travers tous ces secteurs, le secteur 2, le secteur 3 et le secteur 5. J'ai eu aussi à fréquenter la prison de Sébikotane, qui est appelée aussi au Sénégal l'hôtel Sébikotane. Donc, pour dire que le travail social est presque imperceptible par les prisonniers. Là, je me place sur le point de vue des prisonniers. D'abord, il faut qu'on attire l'attention sur le défi éducationnel au Sénégal. Parce que les travailleurs sociaux au Sénégal, le professeur Nongo l'a si bien rappelé, il y a une école nationale de travailleurs sociaux, mais on a un déficit de travailleurs sociaux, surtout dans les liens de détention. Donc, je me rappelle en 2013, où l'État faisait un recrutement, un des plus grands recrutements de son histoire, où il s'agissait de recruter 5591 personnes dans la fonction publique. Il n'y avait que 5 travailleurs sociaux qui étaient recrutés. Et avant cette date-là, de 2004 jusqu'en 2013, il n'y a pas eu de recrutement de travailleurs sociaux. Donc, après 2013, aujourd'hui, le taux de recrutement est assez limité. Je pointe du doigt l'absence de recrutement de l'État de travailleurs sociaux pour montrer que la prise en charge, en tout cas, des personnes en difficulté, des personnes, surtout des prisonniers, n'est pas réellement une priorité par l'État du Sénégal. Donc, je me réconforte quand même de voir qu'il y a une tradition de travail social ici au Sénégal, une tradition de bénévolat. Le travail social sur lequel j'aimerais beaucoup plus m'appesantir sont les bénévoles qui sont dans les prisons, qui travaillent, qui essayent d'apporter du réconfort et de l'éducation aux prisonniers. Déjà, dans chaque prison, il y a un service social. Le service social est dirigé par un adjudant de l'administration pénitentiaire qui peut rester pendant 5 à 6 mois sans aller visiter les détenus. Donc, son rôle se limite simplement à des personnes qui veulent des fois appeler leur famille, qui ont besoin d'avoir des nouvelles de leur famille et qui n'ont pas les moyens d'acheter des tickets de communication. Donc, le rôle d'assistant social, en tout cas, sur l'administration pénitentiaire, se limite là. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que tantôt, je pense que c'est Joseph qui l'a dit, ou bien Carvalho. Donc, nous avons des jeunes en prison. J'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes qui ont moins de 18 ans, qui ne devaient pas partager les mêmes prisons que les adultes. Ces jeunes-là ont donné de fausses dates de naissance, en fait, parce qu'ils ne veulent pas aller dans des prisons pour mineurs, le former. Parce qu'il paraît que dans les prisons de mineurs, on les massacre là-bas, on les frappe, on les instruit de manière obligatoire, il y a des contraintes. En fait, ils veulent se passer pour des grands, pour fréquenter les grands caïds, les grands délinquants. Et ça, c'est très dangereux de mettre en même temps des jeunes de 15-16 ans et des anciens malfaiteurs, en tout cas d'une trentaine, dans le même cellules. En plus, avec la promiscuité, avec tout ce qui peut s'en suivre comme abus sexuels et beaucoup de choses qui sont des réalités dans les prisons. Donc, je pense que
renforcer les capacités des travailleurs sociaux sous-tend d'abord qu'il y ait assez de travailleurs sociaux dans les administrations pénitentiaires. Ici au Sénégal, à travers chaque région, on a ce qu'on appelle des CPRS, des centres de promotion et de réinsertion sociale. Ce sont les ex-centres sociaux. Donc, ces CPRS-là prennent en charge les problématiques des jeunes. Les prisonniers ne sont pas pris en charge par les CPRS. Ça aussi, c'est un handicap. Au-delà du nombre insuffisant de recrutement annuel des travailleurs sociaux, on a des CPRS qui prennent en charge la sexualité des jeunes, les personnes handicapées, l'alphabétisation, beaucoup d'autres faits, mais qui ne prennent pas en charge l'éducation, en tout cas dans les prisons. Donc, je pense que dans les prisons, en tout cas, ce que j'ai beaucoup plus rencontré, ce sont des jeunes. Ça, l'administration sénégalaise est très bien, voilà, nous sommes dans la même ligne d'onde. Le problème qui se pose, c'est que ces jeunes-là viennent beaucoup plus de la banlieue, de familles qui sont un peu démunies, des familles qui sont pauvres. Donc, c'est l'éducation en amont qui fait défaut en réalité. Lorsqu'on mise sur l'éducation des jeunes, surtout des quartiers défavorisés, on essaie, et par cet acte-là, on réussit à diminuer l'accès de ces jeunes-là en prison, parce que ce sont des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas été presque à l'école. Ce sont des jeunes qui sont dans la rue, qui ont des problèmes alimentaires en réalité, et qui s'adonnent à de la délinquance, au vol et à beaucoup d'autres activités pour subvenir à leurs besoins. Donc, une de ces réalités par rapport à l'éducation, c'est de régler des problèmes économiques, des problèmes de base de la société qui font défaut et qui plongent ces jeunes-là dans la délinquance. Ça, c'est le premier point. Le second point, je disais tantôt que nous avons une tradition d'acteurs sociaux bénévoles. L'Afrique connaissait l'arbre à parables. L'Afrique connaissait le pinch, ce qu'on appelle les pinch. C'est des endroits où la communauté se retrouvait pour prendre en charge les problèmes qu'elle traversait. Aujourd'hui, il y a des bénévoles qui peuvent bel et bien participer à cette éducation-là, à ce retour-là, étant donné que l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens et même les outils de le faire. Ils sont déjà en nombre insuffisant. Je donne toujours l'exemple de la prison Rebus, qui est la prison mère, la plus grande prison de ce pays. Mais dans cette prison, il y a moins de 100 gardes. Il y a, disons, 60 et quelques gardes pour 3000 détenus. Donc, l'administration n'a pas le temps de prendre en charge des questions d'éducation pour les prisonniers. Donc, il nous faut donc miser sur ces... Je vais vous inviter à points. conclure sous peu, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, juste dire que l'Association des travailleurs sociaux du Sénégal faisait état d'un ratio de 1,5 travailleurs par région. Ce ratio-là est assez insignifiante par rapport à la prise en charge des réelles problématiques que traversent les détenus dans les prisons. Donc, je pense que ces détenus-là doivent être beaucoup plus pris en charge par des acteurs, en tout cas bénévoles, et surtout religieux. Moi, en tant que religieux, j'ai eu à travailler sur ces questions-là en prison. Peut-être le temps ne nous permet pas de nous appesantir sur cela, mais on aura l'occasion, en tout cas, de revenir davantage sur l'éducation en prison, surtout la religion, l'éducation religieuse, qui peut aussi aider à renverser la tendance. Donc, je vous remercie pour cette attention-là et merci pour cette initiative aussi. Je vous remercie, professeur, pour cette présentation. Vous avez parlé de l'éducation en amont, ce qui pourrait potentiellement aider les personnes avant d'être incarcérées. On cite souvent Victor Hugo à tort en disant qu'ouvrir une prison, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Il n'aurait jamais dit cette phrase-là comme telle, mais il l'a dit, en tout cas, si on le sait, c'est documenté, qu'une personne condamnée est une éducation qu'il faut refaire. Et c'est effectivement le lot des personnes qui interviennent en contexte carcéral. Ils peuvent avoir l'impression, pas à tort, de devoir refaire le travail que la société n'a pas su faire. Et on sait qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup de problèmes dans toutes les sociétés, que ce soit au Québec, au Canada ou au Sénégal. Et c'est probablement une tâche ingrate que de devoir rattraper tout ce que la société a échappé ou a laissé tomber. Sur ces mots, je vais demander aux panélistes d'ouvrir leur caméra et on va passer à la question, à la séquence de questions-réponses où on aura l'occasion de discuter l'un avec l'autre.
en répondant aux questions des gens. Je vois certaines personnes qui tentent de lever la main via le module de questions-réponses. On n'aura pas malheureusement l'occasion de prendre les questions directement, donc avec la voix. Je vous demanderai donc d'écrire vos questions plutôt que de lever la main. Mais je vais commencer avec une question pour Lara. Je vais tutoyer, c'est plus confortable. Donc, tu as parlé de la diversité des personnes qui étaient autour de la table. J'imagine que ça vient avec des défis, mais ça vient sans... Puis tu as évoqué le fait que ça peut être une force. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur cette question-là, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est que quand on... L'intention et la proposition de projet à être adaptée quand finalement les acteurs qui y participent proviennent de milieux très différents. Concrètement, si on a par exemple que des agents du milieu pénitentiaire, ben, on va offrir une proposition qui va être collée qu'à leur réalité. Quand on a plusieurs personnes d'organismes différents, on a trouvé quelque chose qui va pouvoir rejoindre chacun. Moi, au départ, en fait, j'étais en cours de route. En cours de route, j'ai été surprise finalement que ce soit une diversité d'intervenants de milieux différents. Et en même temps, j'ai trouvé que c'est nécessaire. Je crois, et là c'est mon regard de passagère au Sénégal qui est très, très court. Je crois que c'est très nécessaire que des personnes de milieux différents, d'organismes différents s'assoient ensemble, échangent ensemble et que finalement, l'offre qu'on propose quand on vient dans un projet de renforcement des capacités soit vraiment une offre polyvalente qui rejoint tout le monde, qui n'est pas uniquement concentrée pour un organisme ou un milieu. Et donc, j'aimerais ça entendre Joseph et Augustin sur cette question-là. Est-ce que la diversité, parce que je sais que dans une formation, l'avantage, on partage un moment, on mange, on a l'occasion de discuter avec des gens. Là, je sais que vous travaillez sensiblement, vous travaillez dans des organismes qui œuvrent avec des jeunes ou en enfance, mais comment vous l'avez vécu, cette diversité ou le fait que la formation soit offerte avec des gens qui travaillaient dans divers domaines ou avec différentes formes d'expertise? Vous pouvez ouvrir tous les deux vos micros puis y aller un peu comme ça sans Oui, voilà, je disais que déjà, bon, le fait d'être, voilà, de voir les gardes pénitentiaires, là, c'était pas quelque chose de nouveau pour nous, tu vois, OK. puisque chacune de nos structures a eu une certaine expérience dans ce sens, tu vois. Et même certains enfants, même bon, détenus, il arrivait même qu'on accompagnait leur transfert vers bon, une autre structure, tu vois. Voilà, d'autant plus que, tu vois, le travail social, voilà, de nature, voilà, c'est quelqu'un qui est en étroite collaboration avec tout le monde, voilà, que ce soit la police, la gendarmerie, etc. Donc, de nature, voilà, c'est une profession qui est faite pour ça. Voilà, c'est intégrant et bon, c'est ça qui enrichit même, c'est ça le travail social. Donc, il faut, voilà, beaucoup de choses, toute une pluralité, voilà, qui renforce non seulement le travail, mais qui renforce également l'activité en soi, plus d'impact. Et Augustin? Votre micro. Voilà, donc moi je trouve que la diversité d'intervenants dans ces milieux est tellement riche en apports avec les personnes se trouvant dans ces périodes de difficulté. Moi, je me rappelle que ce soit à Forbé, que ce soit à 100 mètres, ce que j'ai retenu, par exemple,
j'intervenais dans ces milieux, pas seulement parce que voilà, c'est des personnes qu'on a connues dans la rue, qu'on a accompagnées jusqu'à un certain moment et qui se sont retrouvées en difficulté, mais en même temps, ça va même au-delà. Parce que tantôt, j'ai parlé de la médiation familiale et nous, on était vraiment voilà, en lien avec le détenu, avec sa famille. Et même, je m'excuse, il arrivait qu'à un certain moment, pour vraiment aider le détenu à entrer même dans dans sa vie privée, hein, dans sa vie familiale, et ainsi de suite. Et donc, et à côté de cela, donc, on était en étroite collaboration avec plusieurs personnes qui intervenaient en même temps. Je me rappelle, il y avait un jeune chrétien qui s'est retrouvé en prison et qui, à un certain moment, voilà, s'est confié à moi en me disant, oui, je regrette ce que j'ai fait. Après, il me parle de Dieu, tout ça, ainsi de suite. Je dis, alors là, tu m'amènes dans un registre où je ne suis pas prêtre, je ne suis pas imam, ainsi de suite, mais je pourrais te mettre en contact avec voilà, le prêtre, voilà, avec qui tu peux vraiment te confesser, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est tellement important parce que la vie de cette personne ne s'arrête pas uniquement voilà, je sais pas moi, à la faute hein, que la personne a fait. Parce qu'on peut effectivement faire une faute, une bêtise, une erreur qui nous conduit dans un milieu comme ça et que après on se rend compte que voilà, on pouvait peut-être même l'éviter. Voilà, parce que moi, le fait qu'il dit qu'il veut rencontrer le prêtre, c'est parce que quelque part, il veut se confesser. Il regrette vraiment d'avoir fait ça. Donc, cette multitude vraiment d'intervenants, pour moi, c'est vraiment riche. Voilà, c'est tout un début, et même jusqu'à la fin même de la réception. Okay. Merci. Je vais essayer de mélanger un peu plusieurs questions. J'ai, dans ma présentation, souligné le fait que l'ensemble des intervenants du milieu carcéral avaient intérêt à l'amélioration des services de réhabilitation sociale, y compris les services d'éducation en prison. On va demander un peu de clarifier, puis je vais en même temps intégrer une question du public qui nous a été posée par un spectateur qui vient du Portugal et qui s'appelle José Carlos Pereira et qui lui, qui lui a travaillé en fait comme gardien de prison. Et puis il se pose la question du rôle des gardiens de prison dans la réintégration et dans la préparation à la réinsertion sociale. Là, je mets en lien ces deux idées. À mon avis, puis c'est évident, en tout cas, ça m'a paru évident au Sénégal parce que les gardiens et les prisonniers partagent un milieu. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de guérite. Les gens partagent un milieu. Et on sait que l'éducation en prison occupe les détenus, les pacifie, les diminue le stress, comme Augustin l'a parlé, quand on parle de sport, etc. Et donc, là, on parlait des différents rôles de chacun et chacune. On parlait des intérêts. Moi, j'aimerais ça vous entendre sur le fait de justement, est-ce qu'on devrait intégrer les gardiens dans le processus de réinsertion sociale pour qu'ils contribuent dans chacune de leurs interactions avec les détenus à la préparation à la réinsertion, à l'éducation au sens large des personnes incarcérées. Joseph et Augustin, est-ce que vous voulez réagir? Oui, voilà. Moi, je prendrai l'exemple même dans nos structures. Par exemple, avant, il y a quelques années, on dit les intervenants sociaux, ça se limitait pratiquement à effectivement l'intervenant social, l'animateur, ainsi de suite. Et il y a des personnes qui sont là, par exemple, la cuisinière qu'on mettait à côté, le gardien qu'on mettait à côté et souvent on les écartait. Alors que c'est des personnes pour moi, qui sont quand même importants
dans cette préparation et même dans l'environnement même des jeunes ou même dans l'intervention. Parce que aujourd'hui, on a vu qu'on a perdu quand même pas mal de choses hein, du point de vue information, parce que effectivement, c'était des personnes qui étaient importantes aux yeux effectivement de ces enfants-là ou bien de ces détenus. Donc, le gardien a suffisamment d'informations parce que les détenus le plus souvent, effectivement, se confient à ces gardiens-là. Nous, l'année dernière, on a eu un cas comme ça, où c'est le gardien qui était en contact, en lien avec la personne, et on recevait les informations, effectivement, même les demandes, les besoins du détenu. Donc, pour moi, c'est des personnes aujourd'hui dans vraiment l'environnement de la personne en difficulté qui sont incontournables dans l'approche, à mon avis. Joseph? Alors, Et... si vous... Oui, oui, professeur Ndongo, allez-y. Si vous permettez, j'ai eu deux cas qui n'étaient pas du tout les mêmes. Il n'y a pas longtemps, quand Lara était avec nous, j'ai surpris une conversation de travailleurs sociaux qui vraiment étaient très frustrés que le courant ne passait pas du tout avec les gardiens parce que les gens n'avaient pas les mêmes objectifs, etc. Et les gardiens, vraiment, c'était pour bloquer. Ça, j'ai vu ça et je crois qu'on a longuement discuté un peu sur les frustrations parce qu'ils ne comprennent pas souvent aussi ce qu'il y a derrière la tête des gardiens, leurs responsabilités. Et eux, ils veulent certainement amener les détenus à des endroits où les gens ne sont pas du tout, en tout cas les gardiens ne sont pas du tout confortables pour ça. Mais j'ai vu aussi, j'ai vécu, j'ai été à Rebeuss avec la directrice de Rebeuss à l'époque, la dame qui était là-bas, d'ailleurs très, très populaire, mais j'étais émerveillé par sa connaissance des détenus, les 3000 mètres de manière individuelle. Elle avait une histoire pour chacun de ces détenus-là et j'avais trouvé ça magnifique. Et le commerce avec les détenus, c'était un commerce très, très facile. Alors celle-là, je peux imaginer, en tout cas, tout ce qu'elle a investi comme relationnel avec ces détenus-là, et c'était magnifique. Ça, j'ai vu ça vraiment au niveau de Rebeuss, où il y a, comme l'a dit le professeur Cheikh Oumar Diagne, c'est vraiment la plus grande prison. Mais elle avait une histoire avec chacun des détenus et le courant passait très, très bien. Voilà. Lara, vous vouliez réagir? Ou tu voulais réagir de ça? Oui. Juste pour mettre en perspective, parce que chaque pays est différent dans sa fonction d'organiser ce qui concerne le système carcéral. Puis on a à se rappeler qu'au Sénégal, c'est l'armée, ce sont des militaires avec l'uniforme. Et parmi eux, il y en a qui ont aussi fait la formation de travail social. Et puis là, je pense, la semaine dernière à Fort-Baie, je rencontrais le travailleur social de Fort-Baie qui a aussi son uniforme militaire porté. Et il y avait le souci que les surveillants aient des formations pour intervenir, pour mieux comprendre les jeunes, pour mieux répondre à leurs besoins, pour adapter cette intervention-là. Et il y a l'aspect de mobilité du personnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être quelques années à cet endroit-là, puis finalement se retrouver ailleurs dans un autre établissement carcéral. Je prêche pour les mineurs en ce moment. Je crois qu'un des mineurs aurait à être séparé des adultes, mais quand ils le sont, comme à Fort-Baie, mais qui est vraiment une formation pour les personnes qui surveillent ces jeunes, pour que ce soit adapté aux jeunes, mais aussi qu'il y ait une stabilité de ce personnel-là, donc qu'il soit attitré vraiment pour
pour ces jeunes-là, qui sont pour la plupart vraiment des délits de survie. Là. On parle pour la plupart aussi en détention préventive, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois avoir une sentence d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a cet élément-là de formation, puis de consacrer le lieu pour ces jeunes et que le personnel y demeure, qu'il n'y ait pas de changement quand finalement ce groupe-là est formé. D'ailleurs, Forbet demande à ce qu'il y ait la formation pour ces surveillants. Oui, ben c'est ça, c'est que les surveillants eux-mêmes sont conscients de leurs besoins de formation, j'ai l'impression. Mais c'est ce que le professeur Mnongo, l'exemple que le professeur Mnongo donnait de la directrice d'établissement de détention qui connaît chacun, on est très bien conscient que c'est une bonne pratique. Mais effectivement, peut-être que les personnes qui œuvrent en contexte carcéral n'ont pas nécessairement la formation pour bien comprendre l'intérêt de faire ça. Moi, je suis convaincu que la personne dont le professeur Mnongo parlerait pourrait nous convaincre que c'est une bonne pratique, que ça facilite son travail, que elle répond mieux à sa mission ce faisant. Mais ce n'est pas nécessairement évident pour chacun et chacune qui interviennent que ce genre de travail-là, qui n'est pas directement un travail sécuritaire, pourrait avoir un intérêt dans leur mission. J'ai M. Diagne qui voulait intervenir, mais sa caméra est fermée. Est-ce que vous voulez pas? Oui, parfait, allez-y. Il nous reste à peu près 2 minutes. Ensuite, on va Merci beaucoup. Allez-y. OK, d'accord. Je voulais intervenir par rapport à la question soulevée par le gardien de prison, et dont le professeur Mnongo a bien fait de souligner la dame Agnès, qui était la directrice de Rebeuss. À mon avis, aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, il y a un problème. Le premier problème, c'est que les agents de l'administration pénitentiaire sont formés dans un moule militaire. Dans leur perception à eux, ils ont affaire à des civils. Durant leur formation, on les fait appeler les civils des minables, des moins que rien, des gens qui ne sont pas durs. Il y a un complexe de supériorité que l'agent nourrit face aux détenus. En plus de cela, dans les prisons, les gardes parlent des détenus comme étant des malfaiteurs. Ils disent que ce sont tous des malfaiteurs, il nous faut être plus malfaiteurs qu'eux pour pouvoir les gérer. Ça aussi, c'est un problème. Quand quelqu'un a une mission d'abord d'éduquer, une mission d'assister des détenus, cette personne-là méprise les détenus et vraiment essaye même de lui mettre les bâtons dans les roues parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des détenus qui sont récidivistes. 3/4 des jeunes qui sont dans les prisons actuellement, que ce soit à Sébikotane, etc., sont des jeunes qui sont habitués à venir et revenir. Même après les grâces, ils reviennent. Donc, il y a déjà une désolation des gardes par rapport à ces jeunes-là qui font qu'ils n'ont pas de pitié ni de miséricorde envers ces jeunes. Donc, ceci biaise, à mon humble avis, le rôle, en tout cas, de travailleur social que le garde pénitentiaire devrait porter devant le détenu. Donc, il se regarde en chien de faïence. Les détenus détestent les gardes parce qu'ils les rendent la vie impossible en milieu carcéral. Les gardes aussi détestent ces détenus-là qui disent que bon, ce ne sont que des malfaiteurs. Donc, dans ce climat-là, je pense que voilà, construire un pont serait un peu difficile. C'était juste un peu la contribution que je voulais en faire. Donc, il y a quand même des exceptions, des gardes qui sont vraiment exceptionnels, qui ont de la miséricorde et même qui sont dans des liens sociaux, en tout cas avec les détenus. Mais la majorité, pour ma part, ce que j'ai pu constater, ne sont pas du tout à cette portée. Donc, merci beaucoup. Oui, je vous remercie de cette intervention-là. Moi, je me permets simplement de dire que cette réalité-là, cette dynamique-là, c'est une dynamique qui est réelle dans tous les contextes carcéraux dans le monde, que ce soit au Québec ou au Canada, on le constate. Cette phrase-là, il y a des gardes qui le font bien, il y en a qui le font pas bien, on l'entend dans tous les contextes. Mais c'est d'où l'importance de souligner que l'éducation en prison, ça ne s'adresse pas qu'aux détenus. Et d'où l'importance aussi de montrer que l'impact de l'éducation en prison peut justement permettre de déconstruire ces préjugés que autant les détenus que les agents peuvent avoir l'un envers l'autre.
J'aimerais ça entendre Joseph très brièvement, puis ensuite on va conclure sur cette question. OK, donc voilà, par rapport même à l'agent pénitentiaire, voilà, comme on l'a dit, c'est des personnes formatées, voilà, selon la vie militaire, avec leur mission. Et donc, je pense que chacun d'eux a une mission, voilà, et ça s'arrête à voilà, à un temps donné. C'est-à-dire qu'il faudrait être en mesure même, voilà, que chacun puisse savoir quelles sont ses limites. Voilà. Chacun de nous est limité. Tout le monde, si tout le monde est intégré, voilà, dans le processus de réinsertion sociale, familiale, etc., mais après, à un moment donné, il faudrait qu'on sache où sont nos limites et savoir concilier par-ci, par-là. Et juste, c'est ça. Et puis, ils vont continuer beaucoup plus par rapport à la sensibilisation, par rapport au plaidoyer. Et je pense qu'on pourra arriver à énormément de choses. Merci. Oui, effectivement, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est un travail qui mérite. Parce que le discours sur les détenus comme malfrats, comme Von Luppier, qui sont irrécupérables, on l'entend pas juste autour des prisons. Et on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a un travail à faire, qu'on peut améliorer les choses. On le sait tous parce qu'on l'a vécu directement. Lara dans son propre travail d'intervention, Augustin Joseph dans son travail, ou Marc dans son expérience scientifique de recherche. Moi, je l'ai connu j'ai plus une connaissance livresque de la question. Je n'ai pas intervenu directement auprès des personnes incarcérées, mais j'ai cette conviction-là. Je pense que cette conviction-là, on la sent, cette passion-là, on la sent chez vous. Je vous remercie sincèrement. On aurait pu discuter encore des heures de la question, j'en doute pas. Je suis navré aussi de ne pas avoir pu poser toutes les questions qui nous ont été adressées, mais comme le temps nous presse, je vais conclure le webinaire en vous invitant tous et toutes, où que vous soyez dans le monde, peu importe la langue, que si vous parlez l'anglais, l'espagnol, le français, à nous rejoindre au prochain webinaire qui aura lieu le 15 mars et qui aura pour sujet, je crois que c'est la Scandinavie ou le Canada, je ne me souviens pas, mais vous aurez des détails via l'infolettre de la chaire. Le 22 février, oui, j'ai sauté un mois, excusez-moi, le 22 février et pas le 15 mars. Là, ça, c'est le 3e, le 15 mars. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous laisse dire merci à voix haute si vous le voulez. Lara, professeur Ndongo, Augustin et Joseph. Merci à tout le monde. Merci.